Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans notre rapport à la nourriture, c'est qu'on vit dans une société qui est complètement obsédée par le contrôle du corps, et j'en ai déjà longuement parlé dans ce podcast, dans les épisodes précédents. On nous apprend très tôt à faire attention, à ne pas trop manger, à compenser, à surveiller, à rester raisonnable, comme si finalement maîtriser son alimentation et son apparence corporelle était devenu une preuve de valeur personnelle, surtout dans certains milieux socioculturels. Et on pourrait imaginer assez naïvement que cette manière de penser, eh bien, elle nous protège. Elle nous aide à être en bonne santé, à être équilibrés, heureuses et heureux. Mais bien souvent, c'est l'inverse qui se produit. Parce qu'à force de vivre dans la surveillance alimentaire, eh bien, beaucoup de personnes finissent par perdre tout lien de confiance avec leur corps. La faim devient suspecte, le plaisir fait peur, manger devient un espace de tension mentale permanent puisque tout est externalisé. Comme si finalement l'alimentation n'était plus guidée par des signaux internes, mais par des règles, des calculs, des anticipations. Et chez certaines personnes, chez certains d'entre nous, eh bien, cette tension finit par exploser sous forme de compulsion alimentaire. Et l'hyperphagie, c'est justement ça. Des épisodes récurrents où l'on mange avec une sensation très forte de perte de contrôle, de perte d'agentivité, comme si quelque chose débordait après avoir été contenu trop longtemps. Et puis arrive bien souvent la honte, la culpabilité, parce qu'on a l'impression d'avoir échoué à se maîtriser. Alors, bien évidemment, il se joue plein de choses dans les compulsions alimentaires et la recette est différente pour chaque personne. On peut citer les émotions, les systèmes de pensée, l'interoception, la biologie, les schémas alimentaires, l'estime de soi, l'estime personnelle. La liste, clairement, elle est assez longue et là, la mienne est non exhaustive. Et aujourd'hui, avec l'hyperphagie, eh bien, j'ai envie d'explorer un paradoxe. Comment une société qui valorise autant le contrôle alimentaire peut-elle produire autant de souffrance autour de la nourriture? Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Alizée Perrin, qui est psychonutritionniste spécialisée dans l'accompagnement de l'hyperphagie. Alors, bienvenue dans En cas de tracas, on y va. Alizée, comme je le disais, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et ce que je te propose, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui, eh bien, c'est de te présenter de la façon dont tu en as envie. Oui, bah, merci beaucoup Julie, de m'avoir invitée sur le podcast. Donc, oui, je m'appelle Alizée Perrin, j'ai 31 ans, je suis, accompagnante dans le comportement alimentaire, psychonutritionniste spécialisée dans l'hyperphagie, les compulsions alimentaires. Je fais ce qu'on appelle de la rééducation du comportement alimentaire. Donc j'accompagne les personnes pas sur la partie diététique, pas sur, voilà, je suis pas psychologue, je suis pas nutritionniste. C'est vraiment, comprendre les crises, les compulsions et puis, les désamorcer, en fait. Donc aller travailler sur tous les déclencheurs au quotidien. Et puis ensuite, bah, réapprendre à manger selon ses sensations. Donc justement, tu citais, le fait qu'on est de plus en plus, déconnectés de nos signaux internes et qu'on obéit à beaucoup d'injonctions externes. Bah, justement, mon travail, c'est de reconnecter aux signaux internes, pour une alimentation, apaisée, régulée. Et Voilà sereine, j'imagine. je fais ça parce que, bah, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant très longtemps, plus d'une décennie, quand j'étais un peu plus jeune. Et voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup et c'est un métier qui fait sens pour moi. Voilà, je me suis ultra spécialisée vraiment dans l'hyperphagie parce que ça m'a beaucoup, touchée. Hyperphagie, boulimie, voilà. C'est bien souvent ce qu'on voit, c'est vrai, dans les accompagnements, qui sont spécialisés, dans le cadre de l'alimentation émotionnelle, des troubles, alimentaires. C'est souvent aussi parce qu'on est soi-même passé par ce chemin-là, qu'on va en faire, son métier. C'est en tout cas moi beaucoup ce que je vois dans ma formation. Oui, c'est ça. Mmh.
Et on évoque souvent, et tu viens de le faire, les compulsions, les crises. Alors il y a plein de vocabulaire qu'on peut utiliser, hein, compulsion, pulsion, crise alimentaire, crise d'hyperphagie, voilà, pour que tout le monde sache que autour de ce vocabulaire, on parle à peu près de la même chose. Et on parle de tout ça comme d'un comportement qui pourrait paraître complètement absurde, incohérent, irrationnel, et comme quelque chose qu'il faudra absolument supprimer, voilà, mettre sous couvercle. Et ce qui me semble aussi bien normal parce que quand on souffre de tout ça au quotidien, j'imagine que, tu as dû le traverser, eh bien, on a juste envie que ça s'arrête. Mmh. Mais quand on regarde les choses avec un petit peu plus de nuance, de recul, eh ben, on réalise que ces comportements, ben, ils remplissent aussi une fonction, ils sont pas là pour rien. C'est une stratégie qui est, tout à fait inconsciente et plutôt bien ficelée, qui nous soutient, qui nous, tout en nous faisant souffrir, ces comportements nous soutiennent parce qu'à très court terme, eh bien, la nourriture, elle vient nous réguler. Elle vient, jouer un rôle sédatif, elle vient nous anesthésier, nous contenir, parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est compliqué, à appréhender. Mmh. À ton avis, toi, qu'est-ce que ces compulsions viennent protéger? Alors pour bien comprendre en fait tout ça, c'est important de faire la nuance quand même entre, compulsion et hyperphagie parce que, Mmh. en fait, on peut voir l'hyperphagie comme un spectre. Moi, je l'explique souvent comme ça et l'extrême du spectre, c'est l'hyperphagie boulimique où là, effectivement, c'est, comme tu dis, une anesthésie du corps, des émotions et cetera et après quand on navigue un peu dans le spectre, quand les crises sont peut-être, moins intenses, moins fréquentes, avec moins de quantité de nourriture, on peut parler de compulsion alimentaire et voilà, quand ça répond pas à tous les critères diagnostiques du trouble alimentaire qui est l'hyperphagie boulimique et je pense que c'est important déjà de voilà, de comprendre ces nuances-là pour comprendre, bah, qu'est-ce que les compulsions, elles viennent protéger. Parce que, voilà, ça dépend du degré de l'intensité des crises. Dans le cas, par exemple, de l'hyperphagie boulimique, c'est vraiment effectivement, je veux plus ressentir mon corps, je veux plus ressentir mes émotions. Donc ça peut aller, protéger, face à un traumatisme qu'on a eu, où on veut dissocier de notre corps, en fait, hein, par la crise. Ça peut être, une anxiété, qui est là, un trouble anxieux, par exemple. Donc voilà, alors que dans le cas où les crises sont peut-être moins intenses, c'est plus des compulsions alimentaires, ça peut être, par exemple, souvent des personnes qui se restreignent beaucoup, qui ont beaucoup d'interdits avec la nourriture et puis qui vont, craquer, mais je pense qu'on va en parler dans l'épisode. Mmh. Donc faut voir ça comme quelque chose de multifactoriel et en tout cas, c'est jamais un manque de volonté ou j'entends souvent que c'est un manque de discipline ou que c'est de la Oui, c'est très gourmandise à la mode. Mmh. et en fait, j'ai envie de dire, mais c'est pas la gourmandise n'est pas un problème, c'est même très bien d'être gourmand. C'est la perte de contrôle avec la nourriture qui, voilà, qui est à creuser. Et dans le Mmh. pourquoi, ben, ouais, il y a plein de raisons. Ça vient répondre à des besoins, non comblés, en fait. Des besoins Mmh. physiologiques, des besoins émotionnels, voilà. Mmh, et moi souvent ce que je dis, c'est vrai que les causes, ne sont pas nécessairement compliquées, mais elles sont complexes et comme tu l'as très justement dit, en fait, ça dépend de chaque personne, de chaque, stade, de l'intensité de ce qui est vécu et de ce qui se cache derrière. Quel est le terreau? Quels sont les facteurs de maintien? Et qu'est-ce qui fait que, ben, on a les comportements avec la nourriture, qu'on a aujourd'hui? Ouais. Et pourquoi certaines personnes, moi c'est un truc que je vois, que j'ai beaucoup vu, en accompagnement, dont je parle aussi dans ma formation. Pourquoi certaines personnes ont peur de lâcher, alors moi j'ai utilisé le mot compulsion, je sais pas si du coup si c'est un terme qui te convient, mais ont peur de lâcher peut-être, je pourrais dire les moments où elles vont manger de façon importante. Allez, je vous interromps dans votre, écoute et je laisse un petit peu de suspense sur la réponse d'Alizée, pour vous dire que j'ai le plaisir de vous offrir cette fois-ci 3 fiches que vous pouvez télécharger grâce au lien qui est dans la description de cet épisode. Une fiche qui est une fiche de contextualisation, qui permet de savoir ce qui se cache derrière l'alimentation émotionnelle qu'on peut utiliser pour soi ou dans le cadre professionnel si on est accompagnant. Une carte mentale de l'alimentation émotionnelle qui permet vraiment de se rendre compte de tout l'écosystème complexe qui existe et dont on parle avec Alizée. Et puis la dernière, c'est plus un outil pour les pros, c'est une cartographie clinique de l'alimentation émotionnelle qui est utilisée dans le cadre de ma formation. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Oui, on peut utiliser compulsion. Bah, encore une fois, pour plein de raisons, ça Mmh. peut devenir, en fait, aussi u une habitude à force qu'on a prise.
Hem, mais comme on l'a évoqué, c'est difficile de sortir des compulsions. Donc non seulement parce qu'on s'habitue à ce mécanisme de fonctionnement avec la nourriture, mais aussi parce que, c'est oui, c'est un le moyen d'apaisement qu'on a trouvé en fait, que ce soit un apaisement, émotionnel ou autre. C'est devenu un petit peu, oui, une sorte de doudou. Ça peut être difficile aussi, enfin, dans le cas où c'est, des compulsions dues à des besoins physiologiques non comblés, donc par exemple pas assez d'apport énergétique sur la Mmh. journée, ben, en fait, c'est même, très difficile de lâcher les compulsions parce que c'est un moyen de survivre. Dans tous les cas, en fait, c'est un moyen de survie. Donc donc voilà et je sais pas trop quoi rajouter de plus, sur ça. Ah moi, il y a autre chose qui me vient en t'écoutant, c'est, parfois j'ai l'impression que le fait de lâcher ses comportements alimentaires, ben, ça a quelque chose d'assez vertigineux. C'est en fait, comment serait ma vie si elle n'était pas rythmée par, des prises alimentaires, par, tout l'aspect cognitif, qui va autour, toute la charge mentale liée à l'alimentation, à l'apparence, toutes les émotions que ça génère. En fait, si j'enlève ça, ben, en fait, qu'est-ce qu'il me reste dans ma vie? Puisque, bien souvent, on peut avoir l'impression que ça fait partie de nous, que ça fait partie de notre identité, alors que, bah, on n'est pas né comme ça. Ah oui, non mais ça c'est sûr, c'est qu'à force, toute notre énergie, notre temps, nos pensées vont Mmh. tourner autour de ça puisque généralement quand on a des compulsions, on essaie quand même de faire attention au poids, on essaie de maîtriser, le poids et de maîtriser l'alimentation, je dis «maîtriser» entre guillemets. Ça nous prend pas mal d'énergie et de temps et ça prend beaucoup de place dans notre vie et c'est vrai qu'à force, toute notre, identité va tourner autour de l'alimentation, du poids et cetera, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a plus ça, oui, on peut se poser la question: «Qui je suis et comment je fonctionne? À quoi ressemble mon quotidien quand j'ai plus les compulsions, quand mon identité ne tourne plus autour de l'alimentation?» C'est vrai. Mmh mh. Mmh. Sacrée question à laquelle, chacun pourra répondre. Et tu l'as dit tout à l'heure, le toute cette, vague qui parle de volonté, de discipline, s'attaque finalement aux symptômes, donc aux prises alimentaires, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Bah, c'est finalement, essayer de supprimer, les crises pourrait être un moyen de guérison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si bon, ma question est un peu orientée, hein. Je pense que, c'est plutôt un signe que ça va mieux quand il y a plus de crise. Mais en tout cas, entrer en résistance, face aux compulsions et s'attaquer que oui, que aux symptômes, ça va pas fonctionner sur le long terme. C'est pas des approches qui permettent d'apaiser la relation à la nourriture. C'est un travail sur ce qui déclenche ces compulsions, sur pourquoi elles ont lieu, donc un travail en prévention des compulsions qui sera beaucoup plus durable, voilà, qui sera beaucoup plus, efficace sur le long terme. Donc les déclencheurs, encore une fois, qui peuvent être physiologiques, émotionnels, anxieux, tout un tas de choses à explorer et souvent on sait bien parce qu'on soulève un peu le tapis, on regarde ce qu'il y a sous le tapis et puis ça permet, ouais, d'aller bien au-delà de l'alimentation, quoi. Mmh, bah, souvent on parle pas beaucoup alimentation, à part quand il y a des désordres physiologiques ou qu'on mange pas assez, mais Ça c'est vrai que dans les suivis où on va vouloir, acquérir, enfin je sais pas comment on peut le dire, on va vouloir, retrouver une, relation ou en tout cas découvrir une relation sereine, avec la nourriture et bien, on parle pas souvent, du contenu de l'assiette et j'en profite aussi pour marteler sur, cette question, de la volonté, de la discipline, de s'attaquer aux symptômes. Si vous êtes tenté par des approches où effectivement on va s'attaquer au comportement alimentaire uniquement sans chercher à savoir ce qui les déclenche, fuyez parce qu'en fait ça va juste renforcer toute cette croyance de: «Il faut absolument tenir, il faut bien maîtriser son alimentation» et cetera. C'est exactement la même logique que les régimes, ça ne tient pas et ça va, que renforcer une estime personnelle, de soi qui est basse et qui est délétère ensuite. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec Mmh. toi. Je vois énormément d'approches qui disent, qui donnent des conseils du type, boire de l'eau, quand on a envie de manger quelque chose ou éviter certains aliments. Heu, Encore une fois, c'est entrer en résistance par rapport à la Mmh. nourriture plutôt que de chercher à comprendre pourquoi il y a ces crises qui sont là et c'est encore une fois ramener à la personne à une sorte de performance avec la nourriture et le poids. C'est-à-dire: «Ah je j'ai mal fait quelque chose, faut que je fasse mieux». Ça ramène à cette mentalité de perfectionnisme qui va nourrir le trouble.
en fait. Ça Mmh. s'auto-renforce comme ça. Donc oui, toutes ces approches-là, à bannir et bien sûr, avec toutes les approches perte de poids, quoi. Oui, on s'entend là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe, selon toi, quand les compulsions justement disparaissent? Tu me disais, ça peut être un signe, très positif, mais que, ce que je pourrais nommer le vide émotionnel, reste intact. En général, alors ça dépend vraiment des personnes. Quand il y a plus de compulsion, c'est qu'on a déjà fait un travail sur, le réflexe de la nourriture remplissage, quoi. On a déjà quitté un petit peu le mode remplissage et je suis pas sûre que j'appellerais ça vide émotionnel. Justement, pour moi, on commence à mieux ressentir les choses. On commence à accueillir les émotions plutôt que de automatiquement les couper avec la nourriture, dans le cas où c'est émotionnel, bien sûr, mais c'est Mmh. quasiment toujours le cas, en fait, hein. Et là, moi je dirais que c'est l'inverse d'un vide et le vide que ça laisse, c'est plutôt: «Ah, j'ai plus la nourriture pour me Il y a plus réconforter stratégie là». d'adaptation, Ouais, quoi. Mmh. ça marche plus et moi-même je le vis, enfin je l'ai vécu et mes clientes le vivent, c'est: «Ah mince, ce truc que j'avais avant, bah, je peux plus le faire parce que ça m'apporte plus l'anesthésie Mmh. que j'avais avant. Ça marche plus parce que j'ai déconstruit tout ce système-là des compulsions». Et donc bon, bah, maintenant je suis obligée de ressentir, mes émotions et puis de quoi j'ai besoin et ça permet de comprendre plein de choses sur soi et parfois de déceler des problématiques beaucoup plus profondes, relationnelles par exemple, donc c'est méga intéressant. Mais du coup, je pense que ça amène à peut-être parfois à un autre travail, plus en profondeur, voilà, par exemple en psychothérapie, sur le Ouais, bah, sujet. c'est souvent le cas, hein. C'est vrai que c'est de toute façon, notre rapport à l'alimentation, c'est, la partie qui est émergée de l'iceberg et quand Mmh. on creuse, après il y a effectivement des éléments qu'on peut travailler avec des personnes, comme nous qui sommes formées à ces sujets-là. Puis après, il y a des sujets qui méritent, l'intervention d'un professionnel, de la santé mentale. Ouais, par exemple, moi j'avais une Mmh. cliente, qui avait plus de compulsions et qui m'a dit: «Ah bah finalement, tu vois en fin de parcours, ah bah, je me rends compte que mes compulsions étaient là parce que, je voulais pas affronter mes problèmes de couple et maintenant du coup Mmh. je me rends compte qu'il y a des problèmes de couple, que je mettais un peu sous le tapis et que je vais devoir aborder», ou alors j'ai eu une autre cliente il y a quelques années, c'était, en fait une reconversion professionnelle. Elle avait vraiment du mal à elle avait peur, elle avait la pression, elle avait peur d'échouer et quand on a terminé le suivi et qu'il y avait plus de compulsion, elle a dit: «Bah oui, en fait, je vais démissionner, je vais changer de métier», et donc ça permet parfois de lever le voile sur de problèmes. Bien sûr, ce qui est vraiment important et c'est vrai que moi souvent ce que je peux dire, c'est que la nourriture dévie aussi notre regard sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous parce que, bah, à l'instant T, c'est trop difficile, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, de regarder cet endroit-là, de ce qui peut éventuellement nous déranger. Donc toute notre attention va être, dirigée vers la nourriture et une fois qu'il y a plus ça, bah, comme tu le dis très justement, on va regarder ce qui est vraiment important pour nous. Mmh. Et qu'est-ce qu'on risque, parfois de perdre? Alors, ta question est peut-être, redondante, tu vas me dire. Qu'est-ce qu'on risque parfois de perdre quand on perd le symptôme? Quand on a plus les compulsions, encore une fois, hein, Ouais, c'est ça? ouais. Mais je dirais encore une fois, je suis pas sûre que ce soit qu'on perd quelque chose, Mmh. c'est qu'on va gagner plein de choses, en fait. C'est qu'on va gagner, l'écoute de soi, de son corps, de ses émotions. On perd peut-être, on perd le réflexe, le fonctionnement de l'anesthésie, de la fuite, de l'évitement, parce que, l'alimentation, compulsive comme ça, c'est surtout beaucoup de l'évitement émotionnel, en fait, on peut appeler ça aussi comme ça et mais je pense qu'on gagne plus qu'on perd. Ça, c'est Mmh. clair, on gagne beaucoup en liberté, hem, mais oui, ça rejoint un peu ce qu'on se disait avant finalement, c'est on peut explorer plus en profondeur, ben, pourquoi ce symptôme, donc les compulsions, pourquoi elles sont là et vraiment gagner de l'espace dans notre vie. Puis retrouver aussi, toute notre identité, nos projets, nos rêves. Moi, c'est ce qui s'est passé vraiment, dans mon cas quand je suis sortie des troubles alimentaires. Tu retrouves la personne que tu es en dehors de ces troubles, quoi et hem et du coup, c'est tout un chamboulement. Donc oui, tu perds l'ancienne personne, qui voilà, qui avait ce mode de réconfort avec la nourriture et tu gagnes une nouvelle personne, Ouais. apaisée. Finalement, on se reconnecte à qui on est vraiment. Mmh. À l'instant T, même si, tout est mouvement et on change, on Bah, pourrait le dire presque tous les mois. ouais, ça Mmh. sonne un peu cliché comme ça, mais en fait, c'est Mmh. vraiment ça, je trouve. Mmh.
Et on parle beaucoup donc des compulsions, des crises d'hyperphagie, mais beaucoup moins de tout ce qui peut se passer, en amont, de tout ce qui peut se passer, avant ces compulsions. Et il y a souvent, à mon sens, quand même des années à, alors peut-être pas à essayer complètement de contrôler son corps, mais en tout cas son corps, l'apparence physique peut être, quelque chose de central dans notre vie. On peut évoquer le poids, l'alimentation. Il y a peut-être déjà un terreau fertile, pour que l'hyperphagie puisse s'installer. Alors bien évidemment, c'est pas le seul déclencheur, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est factoriel, mais il me semble quand même assez prépondérant, cette histoire de d'apparence corporelle, de poids, qui peut aussi, constituer un facteur de maintien, hein, dans bien sûr Mmh. dans les troubles alimentaires. Toi, dans les parcours que tu accompagnes et peut-être aussi d'ailleurs dans ton parcours, personnel, quelle place prend cette peur de grossir, de changer, de ne pas mincir? Ah bah, une très grande place. Mmh. Moi, en fait, l'histoire que j'entends beaucoup, c'est effectivement des femmes qui ont passé leur vie depuis l'enfance ou l'adolescence avec, la lutte contre leur poids, qui ont consulté très jeunes, diététiciennes, diététiciens et cetera, ou à qui on a fait des remarques, très jeunes. C'est souvent la même histoire que j'entends. Ça commence très jeune et des femmes qui se je dis des femmes parce que j'accompagne que des femmes, hein. Mmh. Des femmes qui se sont construites avec cette idée qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec leur corps et qui ont construit tout leur système alimentaire, autour de signaux externes. Donc ils se sont basés que sur des plans alimentaires, régimes et cetera. Et même s'il y a, un souvent, hein, dans la plupart des cas, il y a un déclencheur émotionnel ou traumatique ou voilà, un fonctionnement émotionnel avec la nourriture, bah, on retrouve tout le temps cette lutte, avec, voilà, une peur de grossir, et puis beaucoup, beaucoup de régimes qui sont, tentés, beaucoup de programmes, de machins, trucs comme ça, de professionnels, consultés, à ce sujet-là. Donc en fait, c'est tout le sujet, c'est sortir complètement de ce système de contrôle, pour revenir à une alimentation consciente et plaisir. Mmh. Et donc se détacher, j'imagine, hein, ce que je peux peut-être, entendre en toile de fond, se détacher aussi de cette insatisfaction, j'allais dire insatisfaction personnelle, mais c'est pas faux, de cette insatisfaction corporelle, pour finalement, se concentrer uniquement sur ce qui nous fait du bien. Ouais, après je pense que, ben, voilà, faut pouvoir en parler librement. On a le droit de pas être satisfaite de notre corps, de notre Mmh. poids. C'est plutôt, que ce ne soit plus central, en fait, que ce soit plus obsessionnel et de ne plus déterminer sa valeur personnelle à travers, avec un chiffre sur la balance, ou avec, les types d'aliments qu'on va consommer, quoi. Parce que des fois, ça va très, très, très loin, quoi, en termes de perfectionnisme et ouais, je vois des personnes qui se dévalorisent, à la moindre prise alimentaire qu'elles considèrent comme un écart ou parce qu'elles ont pris 500 Mmh. grammes, hem et ça prend tellement d'ampleur, ça a tellement d'impact, je veux dire, sur, enfin, encore une fois, c'est un cercle vicieux qui s'auto-renforce parce que plus cette obsession elle est présente et plus on va faire des compulsions aussi, hein, donc c'est important de ouais, d'aborder ça. Mmh. Et tu l'as dit, finalement, c'est une histoire, qui est, bah, tristement commune, chez les personnes que tu accompagnes, cette histoire autour, du poids, du contrôle, de voir des professionnels, voilà, qui vont chercher à, établir des plans alimentaires et cetera et cetera. Pour toi, est-ce que on peut vraiment comprendre l'hyperphagie sans parler d'insatisfaction corporelle, ou les 2 sont vraiment intrinsèquement liés? Non, pour moi, on est obligé de parler du rapport au corps parce que, ben, voilà, les personnes qui souffrent d'hyperphagie, elles vont, comme on le disait, elles ont souvent une bataille qui est là depuis de nombreuses années. Et puis l'hyperphagie, les crises, ça fait prendre du poids. Mmh. Pareil, les régimes à gogo, hein, le yo-yo du poids, ça fait prendre du poids. Donc moi, quasiment toutes les personnes que j'accompagne, elles sont en surpoids ou en obésité. C'est des personnes grosses en général. Et en fait, bah, notre société, elle est quand même très, très grossophobe, très, enfin voilà, il y a une forte injonction à la minceur. Forcément, qu'on est, obligé d'aborder ce sujet-là, c'est étroitement lié. Et oui, pour comprendre en fait, les déclencheurs de l'hyperphagie et voilà, je trouve que c'est essentiel de comprendre ce mécanisme-là, le lien entre, cette guerre permanente avec notre corps et toutes ces injonctions, par rapport à nos corps
et notre comportement alimentaire. Encore une fois, c'est vraiment pas juste une histoire de ce qu'on met dans l'assiette, c'est des personnes, les personnes qui souffrent d'hyperphagie, enfin moi, toutes les personnes que j'accompagne, elles savent très bien comment manger équilibré. C'est pas une histoire de savoir manger équilibré ou savoir compter les calories, hein, c'est et je trouve qu'il y a trop de, il y a trop de jugement par rapport à ça et ça m'énerve Et parfois, mais tu peux, moi aussi ça ouais. m'énerve et c'est bien souvent des personnes qui sont absolument expertes du sujet, Mais oui, et qui pourraient devenir professionnelles parce elles en savent tout un rayon. La vraie question c'est pourquoi, pour elles, c'est pas possible de mettre, tout ça, en place avec, flexibilité. c'est ça. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure et je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question en nous écoutant. Avec l'hyperphagie, à la différence de la boulimie nerveuse, il y a pas de stratégie de compensation qui est Mmh. mise en place derrière, une prise alimentaire. Des personnes qui souffrent de boulimie nerveuse, bah, souvent, bah, derrière, tout de suite faire un régime, va y avoir des privations, peut y avoir des vomissements, une pratique de sport intensif, si bien que le corps, ben, bien souvent, il varie pas beaucoup. On est à peut-être, 5 kilogrammes alors que les personnes qui souffrent d'hyperphagie, il y a des prises de poids qui sont, peut-être parfois plus importantes puisque derrière, il y a pas de stratégie de compensation immédiate. C'est ça, en fait, il y a une notion d'immédiateté et puis les stratégies de compensation dans la boulimie, elles sont dites inappropriées, bah, dans le sens où voilà, tout ce qui est laxatif, vomissement ou le fait de pas manger pendant plusieurs jours, voilà, c'est extrême, en fait. Ou Mmh. faire du sport à l'extrême. Alors que, on peut souffrir d'hyperphagie, avoir une phase de crise, par exemple, puis après faire une phase régime, faire un petit peu le yo-yo comme ça. Là, c'est pas, considéré forcément comme de la boulimie. Ça dépend vraiment, ouais, de comment c'est fait, Moi, on considère quand même que c'est de la boulimie quand la compensation, elle est vraiment, extrême et en même temps, on peut dire certains régimes sont extrêmes. Enfin bref, en tout cas, oui, tu Mmh. as raison de préciser la différence, je pense. Ouais, je pense parce qu'il y a des gens peut-être pour qui c'était pas, voilà, c'était Ouais. pas forcément clair. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes, qui vivent dans une forme de contrôle alimentaire permanent, pour le coup sans même s'en rendre compte? Ou c'est devenu quelque chose d'internalisé, qui est là, alors il faut pas que je donne des pistes, mais j'avais envie de dire qui est là depuis, longtemps? Et oui, parce que c'est très ancré dans notre culture, c'est très ancré, ça a Mmh. été complètement banalisé. Et pour moi, on a vraiment ancré cette croyance que si on écoute, son corps, alors on va faire n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que, l'industrie des régimes, elle rapporte des milliards et des milliards chaque année. L'industrie de la minceur veut nous faire croire qu'on a besoin d'elle, qu'on a besoin de programmes et de régimes amincissants pour, se maintenir, contrôler le poids et voilà et ces injonctions notamment, qu'on retrouve beaucoup sur le corps des femmes, elles sont présentes depuis des décennies, voire, des siècles, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est devenu banal de faire un régime, de compter ses calories, tout ce qui est, détox, summer body et tout ça, c'est devenu la norme et j'ai l'impression qu'on on regarde les personnes qui mangent intuitivement comme si c'était des dieux. Enfin, je sais pas comment dire, mais comme si elles avaient un super pouvoir des fois, mais non, en fait, c'est tu peux manger un peu de chocolat et reposer la tablette, sans tout finir, tu peux manger un biscuit sans prendre 5 kilos, enfin tout va bien, quoi. Il y a une, ouais, un contrôle très, très fort, très ancré et heu et une évidemment une peur de grossir très ancrée. Heu, plus la notre société là, plus elle est grossophobe et plus en fait on va rester dans cette mentalité de contrôle. On est vraiment là dans une société où on a une mentalité de performance avec nos corps, avec notre alimentation. On a aussi de plus en plus de comparaisons, de par l'explosion des plateformes comme les réseaux sociaux. Alors qu'avant on n'avait pas autant de comparaisons et maintenant on va se comparer au corps de milliers de personnes qu'on peut voir dans la journée, aux assiettes aussi, hein, de milliers de personnes, chose qu'on n'avait pas avant. Donc je pense que ça nourrit une anxiété en fond là, en permanence, on est tout le temps dans la comparaison malgré nous, quoi.
Bien sûr, et ça nous rappelle à ce corps qui serait imparfait. Et je me permets de dire que les réseaux sociaux, on peut aussi les utiliser à bon escient. Et du coup, choisir des contenus qui nous font du bien et se poser la question, bah, est-ce que voir, je sais pas, des assiettes healthy, des personnes qui ont tel ou tel corps, ou en tout cas avoir une représentation uniforme du corps, me font du bien, me servent ou me desservent, et choisir d'utiliser peut-être les réseaux Mmh. à bon escient. Oui, heureusement qu'il y a voilà, il y a des comptes, enfin, il y a une partie des réseaux sociaux où oui, ça peut être super aidant. Mais tu vois, je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, les comptes qui sensibilisent à la diversité corporelle, sur les troubles alimentaires et cetera, en fait, on est pour l'instant, j'ai l'impression, une minorité. On est un petit peu dans notre, oui, j'allais dire dans un à travers un certain prisme, mais on est dans une espèce de bulle Mmh. et moi, je sais que l'algorithme me suggère ce genre de contenu, mais si on regarde le compte d'une personne random qui est pas forcément connectée à ces sujets-là, sur Instagram, les contenus «mainstream» entre guillemets, ça va être quand même des contenus de type fitness, régime. C'est ça Bien qui est sûr, triste. c'est vrai, et puis c'est ce qui est mis, en avant par, les algorithmes, puisque, ben, c'est ce qui fait, créer de l'émotion chez les utilisateurs. C'est des contenus qui sont clivants, qui vont générer, des émotions, de peur, de manque, et c'est ça qui fait qu'on reste, sur, les réseaux sociaux, alors que des comptes qui vont, prôner une autre façon de voir l'alimentation, bah, c'est pas très vendeur en fait, pas très Mmh. clivant, donc c'est pas des contenus qui sont poussés et qui ont des choses à vendre, et qui sont d'ailleurs aussi, forcément, très très assidus, et qui correspondent au à ce que souhaitent les algorithmes, Oui, en fait, tout ce qui malheureusement. va être Mmh. contenu choc et tout ce qui va être des avant-après, en termes de perte de poids ou des conseils un peu, solutions magiques, baguettes magiques, tu sais, les trucs un peu miracles, ça attire beaucoup plus. Donc c'est pour ça aussi que je trouve qu'on est dans une culture de contrôle alimentaire permanent, inconscient, parce qu'on baigne là-dedans, à cause de ce genre de contenu. Mais il y a pas que les réseaux sociaux, il y a les magazines, les reportages, toujours plus choc, toujours plus, waouh, transformation rapide, incroyable, ça attire beaucoup plus l'œil et ça fait plus de vendre que de dire: «Bah, en fait, oui, on peut avoir un comportement alimentaire apaisé, une alimentation intuitive», c'est oui, c'est moins venteur comme Ouais. tu dis. Mmh. Ouais, et puis je vais un petit peu plus loin, finalement tout ça aussi nous vole, notre vie, nous vole, notre espace de réflexion, notre émancipation. Tu disais que tu accompagnais beaucoup de femmes. On est quand même dans une société, patriarcale. Société patriarcale ne veut pas dire, haine des hommes, bien au contraire. Juste, on vit dans une société patriarcale, qui vise aussi, à contrôler le corps des femmes Mmh. pour qu'elles, n'aillent pas dans l'espace public, qu'elles ne s'émancipent pas, et donc c'est autant de temps, aussi qui nous est volé à ce moment-là. Mmh. J'ai enregistré plein d'épisodes sur le sujet, vous pourrez aller les écouter, et finalement, plus on contrôle, eh bien, plus on perd le contrôle, hein. C'est souvent ce qu'on voit, parce qu'à un moment donné, c'est pas tenable, et tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais des régimes. C'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. 98 des régimes échouent, parce que c'est intenable, et c'est ce qui peut être troublant avec, l'hyperphagie, c'est ce paradoxe. Plus on essaye de se contrôler, d'avoir une alimentation qui est, je sais pas quel terme on pourrait utiliser, qui est bonne, qui est clean, qui est, santé, eh bien, plus les compulsions peuvent, devenir fortes. Ouais. Pourquoi, les régimes, comment est-ce que tu l'expliques toi avec tes mots, les régimes et la restriction, eh bien, aggravent bien souvent les phénomènes de crise? Ah parce que c'est tout simplement une réaction déjà biologique. Quand il y a, une restriction calorique ou des aliments, interdits, alors il y a plusieurs choses. S'il y a une restriction calorique, mais ce qui est souvent le cas, hein, la réaction biologique, naturelle, ça va être l'impulsivité alimentaire. Le corps va chercher à revenir à un poids, de santé parce que lui, le corps, il comprend pas en fait que c'est un régime. Lui, il voit juste qu'il est en privation. Donc il y a une réaction biologique normale qui va être de remanger beaucoup et de nous attirer vers des aliments gras et sucrés notamment. Et puis même s'il y a pas forcément de restriction calorique, parce que j'entends déjà les gens protester: «Oui, mais si on mange suffisamment» et cetera. Même si vous mangez suffisamment, vous êtes quand même dans une forme de restriction mentale ou on peut dire restriction cognitive avec la nourriture. Parce que vous êtes forcément, en train de vérifier et cetera, peut-être de limiter certains aliments dans votre tête, même si vous mangez suffisamment de calories par rapport à vos besoins, mais ce que je vois quand même rarement, hein, dans les suivis. Mais bon, même si vous mangez suffisamment, la restriction cognitive va,
augmenter la valeur récompense ou valeur hédonique des aliments interdits, par exemple, en tout cas des aliments qui sont, culpabilisants dans votre tête et vous allez avoir encore plus envie d'en consommer beaucoup, d'en consommer, impulsivement. Donc en gros, voilà, faut noter que restriction calorique égale compensation biologique de notre corps et restriction cognitive égale, impulsivité plus, plus, quoi, en gros. Mmh. Ouais, et bien souvent, bah, en tant qu'être humain, ce qu'on nous interdit, enfin, on a bien envie d'y aller et finalement on prend beaucoup de plaisir aussi dans la transgression, de Ouais, l'interdit, et plus un aliment est jugé comme interdit, bah, plus on a envie d'y aller. c'est ça. D'où l'intérêt de remettre, assez de choses dans son assiette et de travailler sur, ce qu'on peut appeler les règles alimentaires, et d'avoir des Mmh. règles alimentaires qui sont les bonnes en tout cas, pour nous, et qui sont fonctionnelles. Qu'est-ce qui se passe, dans le cerveau et dans le corps quand on essaye justement de, tout le temps contrôler son alimentation? Alors du coup, tu parlais de restriction cognitive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau et dans le corps? En gros, il a été démontré, par exemple, que même si tu cherches à, juste mentalement, réduire quelque chose ou tu vois, tu vas dire: «Je vais faire cette recette healthy», donc cette recette saine, je vais mettre des aliments low calories et tout ça. Ça a été démontré que ça va influencer la faim et la satiété. Donc une personne, une personne qui va avoir cette mentalité-là, en fait, ça a été démontré que tu peux augmenter ta sensation de faim et diminuer ta sensation de satiété. Ça produit encore une fois l'effet inverse de ce qui est recherché. Le cerveau et le corps, de toute façon, faut juste se mettre en tête qu'ils sont faits pour nous faire survivre. Donc on est programmé pour survivre et ce que nous, on considère comme être un régime santé, encore une fois, notre corps, lui, il voit pas du tout les choses comme ça. Donc quand on plus on essaie de contrôler et plus, notre corps il est un peu, désespéré quoi et notamment, bah, on va avoir ce qu'on appelle aussi le food noise. En fait, plus on cherche à contrôler, voire à réduire les portions, les calories et cetera, plus on va penser à la nourriture. Les pensées obsessionnelles envers la nourriture, voilà: «Qu'est-ce que je vais manger? Ah mais j'aurais pas dû manger ça» et cetera. Vous voyez ce genre de petites pensées, mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps présent, c'est aussi un signe de restriction avec la nourriture. Donc en fait, le cerveau et le corps, bah, eux, ils essayent juste de vous faire survivre, en gros. Mmh. Voilà. Et je l'ai évoqué, ils sont bien sympas, et même si c'est nous derrière, ça peut, voilà, ça peut être générer du mécontentement, chez des personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation, c'est en réalité une stratégie de survie, qui est souhaitable. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la culpabilité et la honte, hein, c'est les fidèles compagnes, des pulsions alimentaires. Elles arrivent souvent après. Pourquoi j'ai mangé ça? Tu évoquais un paquet de gâteaux tout à l'heure ou au chocolat. Pourquoi Ouais. j'ai mangé ça? Pourquoi, j'ai pas réussi à m'arrêter? J'aurais pas dû. Donc là, on est sur de la culpabilité, on va juger nos actes, et puis, il peut y avoir des pensées vis-à-vis de soi qui sont très dénigrantes. «Je suis nulle, j'y arriverai pas», et là, je suis très politiquement correcte. C'est des Mmh. pensées, la honte, qui touchent à soi, à son estime personnelle, et qui peuvent être des mots, extrêmement violents. En quoi ce cycle-là de la culpabilité et de la honte, dans le cadre de l'hyperphagie, relance les compulsions? Eh ben, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on se sente coupable, on va se dire: «Ah, il faut que je limite ces aliments. Voilà, j'ai fait n'importe quoi». Faut donc on va interdire encore plus, les aliments, sur lesquels on a compulsé, par exemple. Parce qu'on va se dire des choses comme: «Ah bah, voilà, je sais très bien, hein, que quand j'ouvre ce paquet, je suis incontrôlable, donc faut plus que j'en achète». On va les interdire encore plus, donc vous l'aurez compris, ça va nous donner encore plus d'impulsivité envers ces aliments et puis donc redéclencher les compulsions encore plus. Il y a aussi un deuxième facteur qui est émotionnel, c'est que, bah, c'est des émotions difficiles, hein, la honte, la culpabilité et donc comme, souvent j'ai du mal à gérer mes émotions autrement qu'avec la nourriture, ces émotions sont difficiles, donc je vais avoir encore plus envie de me tourner vers la nourriture. Donc c'est un cercle vicieux encore une fois qui s'auto-renforce. Ouais, et puis on peut avoir le foutu pour foutu de toute façon, vu où j'en suis, qui peut être un bel accélérateur aussi, de ce cercle sans fin. Ouais, c'est ça, c'est bah, tant qu'à faire, vu que j'ai raté, voilà, j'ai fait un «écart» entre guillemets, donc j'ai raté ma journée, donc autant, encore plus manger. C'est ça Mmh. aussi le foutu pour foutu, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut devenir obsédé par la nourriture précisément parce qu'on essaie de trop bien manger?
Oui, non, ouais, c'est intéressant cette question, oui, jusqu'à quel point en fait à partir de quand on peut estimer aussi qu'on est obsédé par la nourriture, tu vois? Parce que ça peut être, on peut s'intéresser à la nutrition, à la diététique sans que ce soit obsessionnel et hem et à partir du moment, en fait, où ça devient culpabilisant, tu vois? À partir du moment où ça crée de la culpabilité, de la honte, où on s'isole, on va s'empêcher de sortir au resto ou d'aller faire un apéro ou ce genre de choses, c'est là qu'on peut commencer à se poser la question de: «Est-ce qu'il y a pas un petit problème?» Et aussi, ben, à partir du moment où quand on essaye de très bien manger, trop bien manger et que ça génère des compulsions et une perte de contrôle avec la nourriture, ou le fait de manger en cachette certaines choses, par exemple. Est-ce que c'est vraiment une relation saine à la nourriture? Est-ce que c'est ça, manger sain? Donc oui, c'est à partir du moment où on franchit peut-être, certaines limites, certaines frontières comme ça, à partir du moment, en fait, où ça ne nous procure pas de bien-être durable, que c'est l'illusion de contrôle qui est là, peut-être, qui nous apporte un semblant de bien-être éphémère, bah, c'est là où ça devient obsessionnel et malsain, quoi. Donc la limite est assez, ténue, finalement à franchir et c'est quand est-ce qu'on passe du côté fonctionnel, ça me nourrit physiologiquement, intellectuellement et ça ne me permet de vivre ma vie, à il commence à y avoir, certains éléments qui sont dysfonctionnels, qui m'empêchent de sortir, qui commencent à avoir un impact, en tout cas, dans mon quotidien et parfois c'est vrai qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Bah, disons que pour faire la différence, il faut se poser la question: «Est-ce que je fais ça pour performer avec mon alimentation, mon corps? Est-ce que je suis dans la performance ou est-ce que, je fais ça pour me sentir bien, pour, Mmh. avoir de la joie, du plaisir?» Et en général, la question elle est vite répondue, quoi. Mmh et elle nous donne une orientation. Mmh. Mmh. Alors on l'a tout à l'heure évoqué, la minceur, la peur de grossir, l'envie de perdre du poids. Il me semble que la minceur devient souvent une condition pour aller bien. C'est quelque chose que, j'entends beaucoup, que j'ai moi-même vécu. C'est ce: «Quand je ferai X kilos, alors il se passera plein de choses dans ma vie» et le poids à ce moment-là, bah, il est clairement présenté comme une promesse de paix intérieure, de joie, d'émancipation. Voilà, Mmh. on peut mettre plein de choses, derrière. Est-ce qu'on peut réellement guérir de l'hyperphagie tout en restant dans une logique de perte de poids? Non. Alors non, je le dis direct, on peut pas sortir de l'hyperphagie en en restant dans une démarche, perte de poids. Faut d'abord travailler sur la relation à la nourriture, le comportement alimentaire, certainement du coup derrière des problématiques émotionnelles profondes. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir perdre de poids en fait, hein, c'est pas ça. Mmh. C'est juste que pour sortir de ce trouble alimentaire, faut absolument pas que la perte de poids reste une démarche centrale. Même si Mmh. je comprends très bien, et c'est OK d'avoir un désir de perte de poids, mais faut mettre la démarche de côté jusqu'à ce que ça aille mieux et de toute façon après en général, bah, quand ça va mieux, si le poids il a été pris à cause des compulsions alimentaires ou d'une suralimentation en tout cas, très régulière, il est logique qu'il puisse se réguler par la suite, mais faut vraiment, je pense, faire le deuil du fait de pouvoir choisir son poids parce qu'il dépend de beaucoup de facteurs autres que l'alimentation ou l'activité physique. Donc ouais, faut lâcher un petit peu cette démarche-là pour guérir. Ouais. Mmh. On ne choisit pas son poids. C'est vrai que c'est notre corps qui le choisit et il évolue tout au long de la vie et tu l'as justement dit, hein, c'est vrai qu'on a bien évidemment le droit, c'est chacun vit comme il le souhaite, d'avoir un désir de perte de poids pour plein de raisons différentes, mais ça peut pas être l'objectif principal. Ça peut être, justement un effet domino, du fait de travailler sur sa relation à l'alimentation. Mmh. Mais en tout cas pas un objectif premier, ce qui est, me semble-t-il, la grande problématique des accompagnements qui sont proposés, sur ces thématiques-là. Ouais. Et en quoi, à ton avis, l'idée de lâcher le contrôle, donc d'avoir une alimentation, tu vois, parfaite avec, toutes les dogmes, de la nutrition qui existent, aujourd'hui, fait-elle aussi peur quand on Mmh. souffre d'hyperphagie? Bah, parce que, ce sont souvent des personnes qui ont été habituées, comme on le disait un peu plus tôt dans l'épisode, c'est des personnes qui ont été habituées à se nourrir en suivant un plan, des règles précises et qui se sont déconnectées de leur corps
et donc ça peut faire peur, en fait, parce que c'est des personnes qui n'ont plus confiance en leurs sensations corporelles et encore une fois, bah, comme on l'avait dit, parce qu'on vit dans une société où ça a été banalisé. Ce truc de: «Ah bah oui, si tu regardes pas tes calories ou si tu contrôles pas, si tu fais pas attention, machin, tu vas forcément faire n'importe quoi». Non, mais c'est une croyance, c'est une idée reçue. Je pense que c'est pour ça je pense que tu le vois aussi quand sur les réseaux sociaux, on parle d'alimentation intuitive ou d'arrêter de compter les calories ou ce genre de choses, ça va déclencher énormément de gens qui sont pas Mmh. d'accord et qui vont faire ressortir un peu cette grossophobie internalisée qui est: «Ah bah, tu vas forcément prendre, 20-30 kilogrammes». Non, tout va bien en fait et puis donc je pense que c'est ça qui amène, cette peur, pour moi, on en revient à la grossophobie, hein. Il y a vraiment une association très forte dans l'esprit collectif que, ne pas maîtriser son alimentation, c'est ne pas maîtriser son physique. Il y a ces mots, hein, qui reviennent souvent, je trouve, maîtrise, contrôle, discipline, hem et en fait, finalement, c'est plutôt l'inverse qui se produit, lâcher le contrôle, permet de revenir à une alimentation Mmh. régulée, apaisée, sereine. Alors que comme on l'a vu ensemble, plus il y a du contrôle et plus il y a de la perte de contrôle. Mmh. Et lâcher le contrôle veut pas dire que d'un seul coup, on va avoir plein de pensées permissives. Moi, c'est quelque chose, j'ai l'impression aussi de voir, c'est, bah, oui, mais si j'arrête le contrôle, en fait, on va avoir les pensées permissives qui vont venir et puis qui vont dire: «Tu peux manger ceci, cela». Alors bien sûr qu'on a le droit de manger tout de manière Mmh. inconditionnelle. Là, quand je parle des pensées permissives, c'est des pensées qui vont booster les prises alimentaires et on a l'impression que, bah, finalement, c'est elles qui vont prendre le contrôle alors qu'en fait, il y a un juste équilibre qui peut se faire, entre toutes les parts de nous et tous nos besoins, toutes nos envies, toutes nos fins qui coexistent. Mmh. C'est ça. Et que c'est pas parce qu'on lâche une partie contrôlante, bah, qu'on n'a plus le choix des aliments et voilà, on peut tout à fait manger de manière, équilibrée, équilibrante et plaisante, sans pour autant faire appel au contrôle. Oui, en fait, il y a cette croyance que si on lâche prise avec l'alimentation, on va faire que manger des aliments de type, frites, chips, chocolat et cetera. Mmh. Donc des aliments très gras, très sucrés, très salés. Et en fait, non, on peut très bien avoir, ce qu'on appelle moi j'appelle ça la nutrition consciente. Tu as une conscience nutritionnelle des choses, tu es juste pas dans tes choix alimentaires ne te font pas culpabiliser ou au contraire te sentir mieux, te sentir, je sais pas comment dire, avoir fait une bonne action. Il y a pas de valeur morale, en fait, derrière tes choix alimentaires, c'est ça la grosse différence. Mais ça veut pas dire que tu fais pas attention à ta nutrition. Mmh. Il y a ouais, il y a je trouve une espèce de dichotomie comme ça, hyper forte dans l'esprit collectif encore une fois, mais non, c'est Ah, c'est pas le il y a cas. pas de nuance, il y a pas de nuance et c'est vrai que, voilà, on peut Ouais. juste, aimer bien manger, comme, d'ailleurs avec la notion de bien manger qui nous appartient, de faire du bien à son corps, à son physique, à sa santé mentale, à ses émotions, parce que Mais oui. l'alimentation émotionnelle est aussi la bienvenue dans nos vies, hein, faut pas non plus se leurrer. Ça peut être hyper aidant de manger émotionnellement, si ça nous soutient. Mais oui, c'est ça, je sais pas Mmh. pourquoi dans la tête des gens, avoir une alimentation intuitive, c'est forcément une personne qui a lâché, qui fait pas attention, qui prend pas soin d'elle, ou je ne sais quoi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que pour moi, c'est l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse. Mmh. D'ailleurs, question que je n'avais pas notée, mais comment est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer l'alimentation, intuitive? Il y a déjà, Juliette de The Last Quiche qui nous avait donné sa définition. Toi, quelle définition tu pourrais nous donner? Bah, moi, c'est simple. En fait, l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation qu'on est censé avoir, innée, qui est donc, se nourrir sans injonction externe, c'est comment est-ce qu'on mange quand on n'est pas au régime et quand on n'est pas en compulsion alimentaire, du coup. Donc, manger en fonction des signaux corporels, manger en fonction d'une nutrition consciente, manger en fonction de son contexte, social. C'est l'alimentation naturelle. Enfin, c'est fou, hein, mais on a dû mettre un nom sur ça, donc alimentation intuitive, tellement on a oublié aujourd'hui, comment manger, naturellement. Et en fait, pour moi, c'est Mmh. juste l'alimentation qu'on a de base sans toutes les injonctions, quoi. Mmh, j'aime bien ce terme de manger naturellement. Ouais. Et quel, conseil tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ton discours, qui se reconnaissent, dans l'hyperphagie? Alors déjà, donc premier conseil, même si on l'a déjà dit, mais de pas se flageller et parce que c'est pas un problème de volonté. Donc vraiment de reconnaître que c'est,
un souci de relation à la nourriture, ça c'est super important. D'arrêter de vous dire, «C'est de ma faute, je suis nulle, j'ai un problème de volonté». Non, en fait, c'est probablement des compulsions alimentaires ou de l'hyperphagie. Le conseil principal que j'ai envie de donner, c'est, de se nourrir avec plaisir, régulièrement, suffisamment, de quitter définitivement le système des régimes, de vraiment de leur dire au revoir une bonne fois pour toutes, de poser les armes en fait, de cesser cette guerre parce que, ça fonctionne pas sur le long terme et je pense que vous l'avez très bien vu. Il y a ce yo-yo, ça on perd du poids, on reprend, on perd, on reprend. Les compulsions sont toujours là, donc vraiment je vous invite à lâcher complètement ce système, même si je sais que ça fait très peur et d'aller explorer en fait, d'aller explorer votre comportement alimentaire, vos compulsions, vous gagnerez de l'énergie, vous gagnerez du temps, vous gagnerez beaucoup d'argent aussi et voilà, c'est moi si je pouvais revenir dans le passé et parler à la jeune Alizée qui comptait ses calories, qui essayait tous les régimes possibles, je lui dirais: «Mais arrête, arrête avec ça, c'est pas ça le problème. Parce que vous savez très bien, comment manger équilibré, c'est pas ça le problème». Mmh. Voilà. Donc arrêter de s'affamer pour, explorer une autre voie puisque cette voie-là, bah, manifestement, elle ne fonctionne pas. Si vous avez déjà essayé un ou 2 Mmh. régimes, c'est pas le troisième qui va faire que ça fonctionne, même s'il semblerait être un régime intelligent, à partir de ce moment où il y a le mot, régime, ben, ça fonctionne pas. Il y a d'autres voies qui sont possibles. Il y a d'autres voies qui sont possibles aussi pour la perte de poids, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas quitter la logique de régime parce que la perte de poids reste quelque chose d'important. La perte de poids peut être une conséquence du travail sur le comportement alimentaire, comme tu le disais. En tout cas, Alizée, je te remercie, sincèrement pour cet, échange, très riche, qui j'espère a éclairé, la lanterne, de nos auditeurs et nos auditrices. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de suivre, ce que tu proposes, ce que tu fais, vers quoi je peux les renvoyer? Bah, tu peux les renvoyer vers mon compte Instagram Encore un pas. Donc moi je publie pas mal de choses pour sensibiliser sur l'hyperphagie justement, sur la grossophobie aussi, hein, pas mal de contenu. Tu peux les renvoyer vers mon podcast qui s'appelle aussi Encore un pas. Voilà, tout s'appelle Encore un pas, t sur toutes les plateformes et puis, bah, sur mon site web aussi où je propose des groupes de parole et un accompagnement. Voilà, Et je mettrai tout ça dans, les notes de l'épisode. En tout cas, merci encore pour ta présence et puis à très vite. merci à toi. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.